Nous allons maintenant nous pencher sur un pays, l'Égypte, dont le président, le maréchal Al-Sisi, vient d'être réélu avec 97% des suffrages. Avec moi pour en parler, Rachida El Azouzi. Bonsoir Rachida. Bonsoir. Tu es journaliste à Mediapart et ensemble nous recevons deux invités. Katia Roux, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à Amnesty International et Stéphane Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CERI à Sciences Po. Et je me tourne vers vous pour la première question, elle sera simple. Quand on a une compétition aussi quasiment truquée, quand on a un score aussi soviétique, comment est-ce qu'on peut qualifier ce score de Sisi et comment est-ce qu'on peut qualifier le régime égyptien auquel on a affaire ? Oui, cette élection, c'est une mascarade. Enfin, le candidat qui s'est présenté face à Sisi, en vérité, ne s'est pas vraiment présenté, on est allé le chercher. Parce que tous les candidats sérieux avaient été écartés au préalable. Et le régime s'est aperçu quelques heures avant la fermeture, ou avant la date, l'heure maximale de dépôt des candidatures, que quand même ce serait pas bien d'avoir Sisi tout seul face à personne. Donc ils sont allés chercher un malheureux connu pour être le président d'un petit parti qui a toujours soutenu le pouvoir depuis l'époque Moubarak, donc un type sans aucune surface politique, et on l'a plus ou moins obligé à se présenter. Oui, j'avais même lu que sur sa page Facebook, il a dû effacer des soutiens au président Sisi. Absolument, parce qu'il avait fait campagne pour la réélection du président Sisi. Et sa photo de profil Facebook, en fait, c'était la photo de Sisi. Donc, évidemment, et comme tout ça s'est fait dans l'urgence, la photo est restée un certain temps. Ce qui a beaucoup fait rire et ce qui a évidemment montré à quel point on était dans quelque chose qui était tout sauf une élection telle qu'on l'entendrait ailleurs. Non, tout ça était évidemment une vaste farce pour un maréchal qui, voilà, de toute façon, était assuré de gagner. Le taux de participation était la seule question, on y reviendra peut-être. Mais en vérité, même sur ça, on a les chiffres que donne le gouvernement. Le gouvernement annonce 41% de participation. Même sur ça, on n'a aucune manière de le vérifier. Alors on ne peut pas parler de Sisi sans parler de l'armée qui est au cœur du pouvoir égyptien. Et elle a mené deux coups d'État, on pourrait dire, en 2011, pendant la Révolution. Même si on a le souvenir de cette révolution qui jouait dans la rue, l'armée, en fait, a lâché Moubarak et a tenu les rênes. Et puis, en 2013, au moment... où elle déchoit Morsi, le seul président jamais élu démocratiquement quand même en Égypte. Comment Stéphane Lacroix, les militaires s'y prennent-ils pour tuer le politique en fait en Égypte ? Les militaires ont des intérêts à défendre. Leurs intérêts, ils sont pas seulement militaires en vérité, ils sont d'abord effectivement politiques parce qu'ils ont été depuis l'époque nassérienne la colonne vertébrale de l'État égyptien, ils le savent et donc pour eux le politique leur est dû d'une certaine manière. Et puis c'est aussi un empire économique, il y a aussi des gros enjeux économiques parce que l'armée contrôle toute une partie de l'économie égyptienne. Partie d'ailleurs, tout ça, elle se fait dans une opacité complète qui fait qu'on n'a pas de chiffres. Mais les gens qui travaillent sur cette question disent qu'on est entre 10 et 40% de l'économie entre les mains de l'armée. Des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le militaire. Je parle d'agroalimentaire, de tourisme, les militaires contrôlent toute une partie de secteurs qui, a priori, n'ont rien à voir avec leur fonction première. Et donc, l'armée, systématiquement, cherche à protéger ses intérêts, que ce soit les intérêts politique, ou ce qu'elle considère être sa mission politique, ou ses intérêts économiques. Et donc, systématiquement, elle va se positionner en fonction. Donc, contre Moubarak en 2011, parce que Moubarak avait, aux yeux de l'armée, eu l'outrecuidance, d'une part, de vouloir faire succéder à lui-même son propre fils, qui n'était pas un militaire, ce qui aurait éloigné durablement le pouvoir de l'armée. C'était le fameux Gamal Moubarak, qui était un homme d'affaires. Et on parlait dans toutes les années 2000 de cette succession qui se préparait en Égypte, donc où, comme en Syrie, le fils dictateur allait succéder au père. Et par ailleurs, pendant toute la période Moubarak, les 20 dernières années de la période Moubarak, on a la montée en puissance d'une nouvelle élite économique justement des gens qui sont autour de Gamal Moubarak et qui menacent l'emprise de l'armée sur l'économie, puisqu'ils sont très ambitieux, une nouvelle classe de gens qui utilisent leur proximité avec la famille Moubarak pour s'enrichir, un peu des oligarques si on pense au modèle russe, et ces oligarques qui montent en puissance en Égypte vont menacer les intérêts de l'armée. Donc l'armée, quand elle voit la révolution en janvier 2011, elle fait immédiatement passer le message que cette révolution va dans le sens de ses intérêts.
Et elle annonce son soutien au peuple avec une idée derrière la tête qui est évidemment de neutraliser Moubarak et de prendre le contrôle du processus. Et puis, dès qu'elle voit que le processus commence à la menacer, avec l'élection de Morsi et donc la constitution d'un pouvoir qui voudrait gouverner, parce que c'est ce que... Les frères musulmans, donc il faut peut-être présenter un petit peu Mohamed Morsi. L'élection de Mohamed Morsi en juin 2012, issue des frères musulmans, qui est une organisation forte et bien implantée en Égypte, et donc qui représente, on va dire, en Égypte, le seul contre-pouvoir à l'armée, en vérité, par sa structuration, son implantation, le nombre de ses militants. Et donc, le problème que les militaires ont avec les frères, c'est pas tant un problème idéologique, entre guillemets, parce que quand on regarde la vision du religieux du président Sisi, elle n'est pas très différente de Morsi. Celui qui fait la guerre à l'athéisme ou celui qui fait la guerre à l'homosexualité aujourd'hui, c'est plutôt Sisi. Alors, je ne dis pas que Morsi en aurait pas rêvé par ailleurs s'il avait pu le faire, mais entre guillemets, c'est la question du conservatisme religieux n'est pas la question. C'est une élite contre une autre. C'est ces deux grands piliers pour le partage du pouvoir. Pour le partage du pouvoir. Et donc, Morsi devient menaçant. Et l'armée va encourager ces manifestations qui vont se tenir contre Morsi. Alors évidemment, la situation de l'Égypte à l'époque, elle est toujours, hélas, et socialement et désastreuse. On est après une révolution, l'économie est désorganisée, la situation sécuritaire est problématique. Et donc tout ça, ça va contribuer à faire sortir des gens dans la rue. L'armée va attiser le mouvement. Et puis elle va se poser, là encore, en garante des intérêts du peuple, en renversant Morsi. Et à chaque fois, là encore, elle a à cœur de protéger ses intérêts. Et donc, ce qu'elle va faire depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, parce qu'en fait, avec la prise de pouvoir de Sisi, c'est l'armée qui arrive au pouvoir, et aujourd'hui, elle est redevenue ce qu'elle était historiquement en Égypte, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'État, eh bien, c'est de regagner les parts de marché sur l'économie qu'elle avait perdues. Et il y a toute une lutte, on aura peut-être l'occasion d'en parler, dans le champ économique qui est menée par les militaires. Les militaires, aujourd'hui, font tout en Égypte. Ils font du politique, ils font de l'économie. Ils font, là où ils sont le plus nuls, enfin, si on peut s'exprimer comme ça, c'est plutôt dans en fait, ce qui devrait être leur première fonction, c'est-à-dire protéger les frontières du pays, et en particulier remporter la bataille au Sinaï. Mais pour le reste, ils sont partout. Et alors, un des moyens de l'armée pour tenir justement le pouvoir, le garder et ne surtout pas le partager, c'est la répression, torture, disparition forcée. On a une situation aujourd'hui en ce qui concerne les droits humains qui est catastrophique. D'aucuns parlent d'une situation pire que sous Moubarak. Est-ce que, Katia, pour Amnesty International, la situation est à tel point critique que ce n'est jamais vu depuis ces dernières décennies? Alors effectivement, le bilan qu'affiche aujourd'hui l'Égypte en matière de droits humains est de plus en plus négatif. Et la situation aujourd'hui est extrêmement préoccupante. Et on observe effectivement depuis maintenant plus de 2 ans une répression sans précédent, véritablement, qui s'abat sur la société civile. Les autorités égyptiennes n'hésitent pas à avoir recours couramment aux disparitions forcées, aux arrestations et aux détentions arbitraires, à des procès de masse inéquitables, avec pour seul but, comme il a été dit, de réduire au silence toute voix critique et toute opposition. Plus de 60 000 personnes, je lisais, sont derrière les barreaux aujourd'hui. Donc on a des frères musulmans, mais on a aussi des citoyens lambda, des journalistes. Vraiment, c'est toute la société égyptienne qui est concernée, qui est muselée. Absolument. Donc soit derrière les barreaux, soit aussi en exil. Absolument. Toutes les franges de la société civile sont aujourd'hui touchées par cette répression, que l'on soit effectivement défenseur des droits humains, membre d'associations de droits humains, mais aussi avocats, journalistes, syndicalistes, familles de victimes qui cherchent justice ou qui demandent réparation. Personne n'est épargné par cette répression. Concrètement, ça se traduit comment pour les journalistes, par exemple, ou les militants des droits humains? Eh bien, ils vont être accusés de dissémination de fausses rumeurs, de diffamation, d'incitation à la protestation. Et donc, effectivement, on va aller les arrêter. Il y a des cas très emblématiques de procès qui courent depuis plus de 4 ans. Je pense au photojournaliste connu sous le nom de Shokan, qui a été arrêté il y a 4 ans et demi, en 2013, alors qu'il couvrait le sitting Pacifique place Rabat au Caire, et qui est aujourd'hui jugé aux côtés de 738 co-détenus dans le cadre d'un procès de masse tout à fait inéquitable et qui risque aujourd'hui la peine de mort. Donc effectivement, il s'agit de faire taire. Et cette répression-là et les entraves à la liberté d'expression touchent toutes les sphères de la société, y compris le numérique. On a vu maintenant depuis 1 an à peu près, plus de 434 sites ont été fermés, bloqués, des sites Internet. La plupart des sites d'information sur les droits humains, simplement pour faire taire toute voix critique.
Pour Amnesty International, comment ça se passe le travail sur le terrain là aujourd'hui en Égypte? C'est quasiment impossible pour l'ONG d'être sur place? Alors effectivement, les taux se resserrent sur les ONG en Égypte. On observe depuis 2013, il y a une enquête qui a été lancée sur les ONG de droits humains qui permet aux autorités de convoquer des membres de ces ONG pour des interrogatoires, qui permet aussi de geler les avoirs des ONG, d'ordonner des interdictions de quitter le territoire. Donc effectivement, il devient extrêmement difficile pour les organisations de travailler sur place. En mai dernier, le président Sisi a également signé une loi draconienne à l'encontre des ONG qui pourrait, si elle était mise en œuvre, les décrets d'application n'ont pas encore été pris, mais si elle était appliquée, ça pourrait véritablement signer le coup d'arrêt des ONG et du travail des ONG en Égypte, des associations, pas simplement droits humains, puisque cette loi confère aux autorités des pouvoirs énormes, par exemple pour refuser l'enregistrement d'une association, pour la dissoudre, pour convoquer et licencier son conseil d'administration, pour interroger et poursuivre ses membres. Et elles peuvent, ces autorités, à travers cette loi, orienter le travail des ONG vers les priorités du gouvernement. Donc effectivement, la société civile est muselée et il est extrêmement dangereux aujourd'hui pour une association, pour des défenseurs des droits humains, pour des journalistes, de s'exprimer et de critiquer le pouvoir en place. Oui, j'allais dire, il faut peut-être le dire, c'est qu'on a approché certains chercheurs ou chercheuses égyptiens qui ont préféré ne pas s'exprimer chez nous parce qu'ils avaient peur de ce qui pouvait arriver en rentrant au pays, il faut quand même le dire. Je rebondis sur la première question que posait Rachida, sur le fait, vous avez répondu, sans précédent. Est-ce que vraiment par rapport à l'ère Moubarak, c'est pire aujourd'hui ? Alors, Ou est-ce qu'il y a différents terrains sur lesquels les retours ne sont pas les mêmes? Ce qu'on observe, nous, depuis 2 ans, c'est un durcissement, effectivement, de cette répression. C'est-à-dire qu'elle va toucher aujourd'hui toutes les franges, comme je le disais, de la société civile. Des personnes, si on prend l'exemple, on citait la répression à l'égard des minorités sexuelles, par exemple, sur la base de leur orientation sexuelle présumée. Aujourd'hui, effectivement, on peut être arrêté simplement pour un post sur un réseau social. Il y a cette répression en cours depuis le mois de septembre, par exemple, à l'égard des personnes LGBTI, suite à un concert où un drapeau arc-en-ciel avait été brandi lors de ce concert. Donc, et effectivement, 76 personnes ont été arrêtées suite à ce concert. Les 2 personnes qui avaient brandi le drapeau, mais des personnes qui avaient simplement posté des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça se propage. Il y a même des applications. Le gouvernement a utilisé des applications de rencontres en ligne pour piéger des personnes qui pourraient soutenir ce genre de manifestations. Et donc effectivement, on se rend compte que ça se propage, que ça touche vraiment tous les espaces, toutes les sphères, toutes les personnes. Et donc c'est en ce sens qu'on constate ce durcissement et le fait que cette répression est véritablement sans précédent, puisque ces espaces sont en passe de disparaître et les lois qui sont en train d'être passées vont étouffer ces voix critiques. Alors, pour prendre la mesure du régime de terreur et de torture qui sévit actuellement, on ne peut que recommander les 2 enquêtes qui ont été publiées récemment sur Mediapart et qui ont été signés par nos correspondants sur place en Égypte. Et justement, pour prendre la mesure, là aussi, de la dangerosité qui est devenue le terrain égyptien pour un journaliste, c'est que nos correspondants signent sous pseudonyme. Et je ne crois pas que sous Moubarak, nous en étions arrivés à cela. En tous les cas, moi, pour avoir été à ce moment-là correspondante un temps en Égypte sous Moubarak, je n'avais aucune difficulté à signer de mon propre nom. Excusez-moi, je rebondis sur, effectivement, dans cet article où il est fait état de toutes les choses que vous avez mentionnées, dont les disparitions forcées, vous avez employé ce terme, et dont aussi le fait qu'il y avait énormément d'emprisonnement de certaines personnes qui finalement sont radicalisées dans les prisons. Un des articles se concluait là-dessus, avec des gens qui disaient mais ils prétendent lutter contre le terrorisme, mais en fait les prisons deviennent des nids à terroristes. Peut-être Stéphane Leroy voulait réagir là-dessus, si vous avez des informations sur cet aspect sécuritaire des choses. Oui, bah c'est une vieille histoire, c'est pas nouveau. Les prisons égyptiennes ont toujours été une machine à radicaliser. Al-Qaïda est une organisation née des prisons égyptiennes. Enfin, je veux dire, le leader actuel d'Al-Qaïda, c'est Ayman al-Zawahiri, qui est un Égyptien, qui a été incarcéré pour la première fois en 81 après l'assassinat de Sadat, torturé, il le raconte, et
Et l'une des premières vidéos qu'on a de Zawahiri, c'est Zawahiri racontant justement les tortures qu'il a subies et disant, et donc là, je me souviens de la vidéo qui termine par « Nous n'oublierons jamais ». Donc évidemment, il est évident que ce mode de répression produit de la radicalisation. Produit de la radicalisation aussi parce que les prisonniers, effectivement, sont très nombreux et on met tout le monde dans les mêmes cellules. Les cellules sont grandes et donc les sortes de promiscuité qui fait que les plus radicaux vont se retrouver avec des gens qui parfois ont été arrêtés pour rien du tout. Parce qu'en Égypte, on peut être arrêté pour... parce qu'on est passé à côté d'une manifestation, puis ils ont arrêté quelques centaines de personnes en passant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison sans savoir pourquoi. Et effectivement, tout ça a pour effet probablement de produire le problème que la prison est censée résoudre. Mais là encore, bon, c'est pas quelque chose de nouveau en Égypte, mais probablement aujourd'hui, si on compare l'ampleur de la répression avec l'ampleur de la répression sous Moubarak, et vous l'avez dit, et quand on voit ce que la répression sous Moubarak a produit comme djihadisme, on peut se dire que dans les années à venir, les conséquences vont être bien plus dramatiques, parce qu'en termes de nombre, on est dans une toute autre échelle. Mais pour revenir sur ce que vous disiez avant aussi, sur cette question de la comparaison entre les deux régimes, je crois que Sisi a tiré une leçon de ce qui s'est passé en 2011. C'est que Moubarak avait été faible. Il y a un mépris pour Moubarak dans les cercles sissistes, parce que Moubarak, dans les dernières années de son régime, se libéralise un peu. Alors, pas de la démocratie, mais bon, Moubarak a envie de se donner une bonne image en Occident. Alors on essaye d'expliquer qu'il y a des élections semi-libres. C'est vrai qu'en 2005, aux élections, il y a 25% de membres de l'opposition qui entrent au Parlement, dont les Frères musulmans, qui remportent 88 sièges en 2005. Il y a une presse semi-libre, mais presse qui publie de temps en temps des articles un peu critiques. Il y a tout ce mouvement autour des réseaux sociaux qui s'organise. Le pouvoir laisse faire. Il n'y a aucune censure d'Internet sous Moubarak. Rien n'est censuré en Égypte sous Moubarak. Même la pornographie. C'est un des rares pays du monde arabe qui n'a jamais censuré la pornographie. Donc il y a zéro censure. Donc sous le régime Moubarak, on est dans une sorte de laisser-faire, évidemment très contrôlé, avec un régime malgré tout qui reste extrêmement sécuritaire, mais qui considère qu'on peut laisser les gens s'organiser, et puis on pose des lignes rouges. De temps en temps, on en arrête quand même quelques-uns pour rappeler qui est le patron. Mais sous Moubarak, on pense que ça peut suffire. Pour Sisi, c'est ça qui a permis justement le soulèvement de 2011. Donc aujourd'hui, il ne faut laisser aucun espace politique. Et c'est pour ça que quelquefois, on se demande pourquoi le régime actuel arrête des gens qui semblent insignifiants. On voit des petits groupes qui vraiment n'ont l'air ne pèsent rien. Cette mouvance révolutionnaire dont aujourd'hui il ne reste plus grand-chose. Le pouvoir s'acharne contre ces jeunes qui, pour certains, ont même tout arrêté. Ils ont été importants en 2011, puis aujourd'hui, ils font autre chose. Mais le pouvoir s'acharne et va les arrêter. Et bien, parce que, on est dans un pouvoir qui est parano, qui se dit que tout espace politique, même a priori insignifiant, pourrait, au moment opportun, devenir le ferment de quelque chose. Et donc, plus de politique. Alors, il se trouve que malgré toutes ces violations des droits de l'homme dont on vient de parler, les chancelleries occidentales gardent d'assez bons rapports avec l'Égypte, on peut le dire, des relations diplomatiques pour le moins cordiales. Et on a un exemple avec le cas de la France, un exemple avec le président Macron. De la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. Et bien souvent, avec les meilleurs sentiments du monde, nous avons su créer la situation que nous connaissons en Irak, la situation que nous avons eu à connaître en Libye, ou à vouloir donner des leçons hors de tout contexte et à mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs. Nous avons produit quoi? L'anomie, des morts encore plus certaines et de la violence radicale. La troisième chose que j'ai dit au président Sisi, c'est que dans le contexte qui était le sien et compte étant tenu de cela, la France défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles qui ne souffrent d'aucun relativisme. Et ma conviction profonde, c'est qu'il est de l'intérêt du président Sisi d'accompagner justement la défense et la consolidation des droits de l'homme dans le contexte dont il est seul juge de l'État égyptien. C'est ce que j'ai rappelé dans ma déclaration, c'est ce que je lui ai dit très concrètement avec tout le respect et le contexte que je viens de rappeler.
Emmanuel Macron s'est-il lavé les mains après avoir serré celle de Sisi lors de sa venue en octobre dernier? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est en tous les cas la question que pose Bahey Eldin Hassan, qui est le fondateur de l'Institut du Caire pour l'étude des droits humains. Il est en exil depuis l'arrivée au pouvoir de Sisi. Et pour lui, les dirigeants européens, Macron comme Merkel, devraient se laver les mains après avoir serré celle du président égyptien, car ses mains sont maculées du sang de centaines d'Égyptiens pacifiques. Que pensez-vous du silence de l'Occident? Est-il coupable? Que pensez-vous de la mansuétude de la France, de l'Europe? Est-ce que le régime de Sisi est-il encore fréquentable? Katia, je commence avec vous. Alors, le silence est effectivement coupable, complice. Nous avions, au moment de la visite de M. Sisi en France, interpellé les pouvoirs publics. Quand je dis nous, organisations de droits humains françaises, nous avions interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de faire passer les engagements en matière de droits humains avant tous les autres intérêts, en l'occurrence ici des intérêts commerciaux, des intérêts militaires, des intérêts géostratégiques. Clairement, ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, la réponse apportée par les autorités françaises a été extrêmement décevante. La fameuse phrase « je n'ai pas de leçons à donner, on ne peut pas donner de leçons », s'apparente pour nous à un double discours, c'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait que, à l'égard des pays où les intérêts sont forts, effectivement, on ne va pas donner de leçons. À l'égard d'autres pays, c'est plus facile, effectivement, de convoquer les questions des droits humains. Donc, il y a là, effectivement, un double langage qui est difficile pour nous et impossible à justifier. Donc oui, effectivement, le silence est coupable et les autorités se rendent complices. Nous, on l'a vu à plusieurs reprises, y compris sur le terrain, le fait de condamner publiquement les violations des droits humains, les exactions commises, de pouvoir mettre ces enjeux-là au centre des relations bilatérales et de pouvoir effectivement montrer l'importance de ces engagements internationaux, c'est fondamental. C'est fondamental pour la défense des droits. M. Macron ne l'a pas fait lors de la venue de Sisi. Et effectivement, pour nous, c'est se rendre coupable de ces exactions. Oui, je me permets de vous relancer, puisque l'argument en fait, du pouvoir, c'est de dire oui, mais si on se met à parler publiquement de tout ça, ça va servir à rien, ils progresseront pas, et donc mieux vaut avoir des bons rapports avec eux. Et puis peut-être que ça permettra de faire avancer des dossiers. Est-ce que pour vous, quelle valeur a cet argument? Alors on entend très bien l'argument de la diplomatie silencieuse, de pouvoir négocier des choses derrière des portes fermées. Et c'est vrai qu'il y a certaines questions qui doivent être discutées en off, entre guillemets. Maintenant, nous encore une fois, organisation, société civile, droits humains, on apporte la preuve de l'impact que peut avoir la prise de position publique. Et ce n'est pas nous, ici, de notre place, qui le disons. Ce sont les personnes sur place, les défenseurs des droits humains, les organisations locales qui ont besoin d'une caisse de résonance, qui ont besoin que leur voix porte aussi et qui demandent à ce que des décisions, des positions courageuses et franches soient prises aussi. Donc effectivement, il y a toujours cet argument de on ne peut pas tout dire publiquement, ça met en danger. Mais à partir du moment où les personnes sont prêtes à prendre ce risque-là et à faire en sorte que publiquement cette situation soit dénoncée, effectivement, à un moment donné, si on a pris des engagements en matière de droits humains, il faut les respecter. Stéphane Lacroix? Oui, cette position, elle a été celle-là depuis le lendemain du coup d'État, parce qu'en fait, on a été très tôt au soutien de Sisi. À l'époque, c'était le président Hollande, donc pas pour exonérer Macron, mais c'est vrai que c'est une position qui vient de loin. Et surtout, je pense qu'à l'époque d'Hollande, c'est encore pire, parce que pour le coup, là, il y a Obama qui hésite. Dans un premier temps, les Américains ne sont pas très à l'aise avec le coup d'État en Égypte. Ils vont discuter de suspendre l'aide militaire. Et c'est précisément ce moment-là où l'Égypte va essayer de s'appuyer sur nous pour compenser ce qu'elle perçoit comme un soutien américain qui n'est pas très assuré. Obama est détesté par Sisi, est vu comme justement celui qui était sur le point de trahir. Et bien précisément à ce moment-là, alors qu'Américains plus qu'à l'accoutumée peut-être, à formuler des critiques publiques, et ils l'ont fait à l'époque, au lendemain du coup d'État, nous, précisément, on s'est aligné sur la politique du maréchal et on a, à cette époque-là, donc signé des contrats d'armement en particulier. Et donc, on a permis, d'une certaine manière, alors que
les États-Unis hésitaient, on a permis de réintégrer l'Égypte post-coup d'État à la communauté des gens bien, entre guillemets. Donc Sisi doit une fière chandelle à Hollande, probablement. Macron est dans donc continue la politique hollandiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus aussi nécessaire, parce qu'entre-temps, Trump a gagné les élections américaines, et Trump, lui, aime Sisi. Il le dit ouvertement, ses amis au Moyen-Orient, c'est Sisi, MBS en Arabie Saoudite et Netanyahou. C'est ce triangle-là sur lequel... Ben Salman, celui qui dirige... En Arabie Saoudite, qui dirige l'Arabie Saoudite. Et Trump, dès le départ, d'ailleurs, a reçu Sisi en grande pompe, enfin, dès le départ, aux États-Unis, Trump ne parle pas de droits de l'homme, ça ne l'intéresse pas, on le sait très bien. Et donc, effectivement, la relation égypto-américaine aujourd'hui est redevenue extrêmement forte. Donc, d'une certaine manière, là aussi, peut-être qu'on va d'ailleurs se rendre compte qu'on ne va pas obtenir les dividendes qu'on aurait voulu obtenir si tout ça a été fait dans un but d'obtenir des dividendes économiques. Aujourd'hui, les Américains sont revenus dans le jeu. Mais d'une certaine manière, là encore, ce qui est encore plus coupable, d'une certaine manière, c'est qu'on a servi de béquille au régime Sisi au moment où les Américains s'en éloignaient un peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, la béquille qu'on a été n'est plus aussi nécessaire. Et les contrats qu'on espérait obtenir à l'avenir, on en a obtenu déjà quelques-uns, effectivement, c'était ça. Mais je ne sais pas si on en entendra autant. Donc voilà, donc une fois de plus, à mon avis, on a tenu une position qui est à la fois problématique sur le plan moral, mais aussi, mais voilà, qui s'inscrit à un moment où elle comptait réellement. Enfin, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en Égypte compte énormément, mais on l'a fait à un moment où c'était bien pire. Alors, les Américains rentrent dans le jeu à nouveau, mais en même temps, la France reste le premier exportateur d'armes vers le Caire. Est-ce que le gouvernement, les industriels français, Dassault, Thales, Renault, Safran, à force de commercer avec ce régime répressif, prennent-ils pas le risque de voir un jour leur responsabilité en jeu à l'aune des exactions qui sont commises ? De fait, tous les acteurs sont concernés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simplement pointer du doigt les décideurs politiques et de leur dire « voilà, vous n'avez pas tenu vos engagements internationaux ». Aujourd'hui, on a aussi une loi en France sur le devoir de vigilance par rapport aux acteurs économiques et aux multinationales qui implique aussi... Juste ce devoir de vigilance, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les multinationales sont dans l'obligation de prévenir toute violation des droits humains qui pourrait découler de leurs activités tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Donc effectivement, les acteurs économiques ont aussi une responsabilité, de la même manière que les acteurs politiques ont une responsabilité, de s'assurer que leurs actions, leurs activités ne vont pas faciliter la violation de droits humains, y compris dans des pays tiers. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut voir les responsabilités partagées, communes. Elles ne sont pas exclusives. Et il faut appeler chaque acteur à se responsabiliser sur ce sujet-là. Sur la France, premier pays exportateur d'armes Oui, et pas seulement. Et aujourd'hui, ça ne pose plus problème. Moi, j'étais très frappé de voir qu'il y a quelques mois, une autre association de défense des droits de l'homme, je crois que c'était la FIDH, sort un rapport sur Amesis, vous savez, cette société qui vend des technologies de surveillance, qui, en 2011, avait été pointée du doigt parce qu'elle avait vendu des technologies à la Libye. Et en 2011, ça avait fait un petit scandale quand on avait révélé ça, que c'était quand même la France qui vendait à Kadhafi les technologies de surveillance qu'il utilisait contre ses opposants. La même société a changé de nom, entre-temps, j'ai oublié d'ailleurs comment elle s'appelle. Je n'ai pas le nom en tête, mais effectivement, elle a changé de nom, mais ça reste effectivement les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Elle a changé de nom et aujourd'hui, elle vend les technologies de surveillance à l'Égypte de Sisi. Et quand le rapport de la FIDH est sorti, ça n'a suscité aucune émotion. Je crois qu'il y a eu quelques articles dans la presse, mais vraiment des brèves, quoi. Et donc on voit aujourd'hui qu'en fait, un de nos problèmes, c'est que, je pense que l'opinion publique aujourd'hui est complètement désensibilisée. On a beaucoup de mal sur un sujet comme celui-là qui en 2011 faisait réagir. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement... Pour vous, ONG, ça ne peut pas être ONG française, ça ne peut pas être un moyen de pression, justement, de partir de ces cas concrets d'entreprises françaises absolument. Il s'agit, alors effectivement, ça nécessite de pouvoir enquêter, de pouvoir avoir les informations. Ce n'est pas toujours évident de les obtenir, mais de fait, il faut dénoncer ces pratiques-là, et ça a été fait, et on va continuer à le faire. C'est prévu, en tout cas. Alors, je voulais peut-être revenir vers Stéphane Lacroix pour un autre aspect
de la réalité du régime égyptien, à propos de la réalité du pouvoir d'Al-Sisi. On l'a bien vu dans notre discussion, l'armée est devenue un acteur clé. Certains disent même c'est devenu un acteur clé, d'autant plus depuis qu'il y a donc Al-Sisi. Et auparavant, il y avait une sorte de concurrence entre différents pôles de pouvoir et d'influence sous les précédents, sous Moubarak, etc. Et donc, au fond, le président actuel, Al-Sisi, serait un peu dépendant de cette armée et n'aurait pas une assise aussi forte. Alors, ça paraît bizarre de dire ça alors qu'il vient d'être élu avec 97%. Mais en gros, est-ce qu'il y a des risques pour lui de dissension interne au sommet du pouvoir ? Alors, d'abord, quand on dit l'armée, effectivement, il faudrait parler de complexe militaro-sécuritaire. Parce qu'en fait, l'armée est au cœur, mais vous avez en Égypte un certain nombre de services de sécurité qui comptent énormément. Ce sont les renseignements généraux, la sûreté d'État, le renseignement militaire, qui gravitent donc autour de l'armée, mais qui sont généralement donc dirigés par des militaires, mais qui sont indépendants de la structure militaire en tant que telle. Et donc, aujourd'hui, alors traditionnellement, il y a une guerre des services en Égypte, elle a toujours existé. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette guerre des services, elle se poursuit. C'est-à-dire que le général, le maréchal Sissi était à la tête du renseignement militaire, c'est là où il a fait sa carrière et qu'il a construit son pouvoir. Et aujourd'hui, le renseignement militaire a pris le dessus sur les autres. Mais c'est vrai qu'on sent des tensions, en vérité, toujours entre ces services. Quand on regarde, par exemple, ce qui est frappant quand vous prenez le Parlement égyptien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de parti politique au Parlement égyptien. Il n'y a pas de parti représenté comme tel, on n'est pas face à un Parlement tel qu'on l'imaginerait. Mais vous avez des représentants des différents services. Et à travers le Parlement, c'est la guerre des services. C'est-à-dire que les parlementaires qui sont des affidés des renseignements généraux ou de la sûreté d'État vont marquer des points contre ceux du renseignement militaire, dans un contexte où effectivement la guerre des services n'est pas terminée. C'est-à-dire que toute une partie de ce qu'on ne comprend pas en Égypte, parce que ça reste une boîte noire, est souvent liée à la guerre des services. Par exemple, on sait que l'assassinat de ce doctorant égyptien, Giulio Regeni, qui a été donc assassiné à la fin 2015, alors qu'il faisait une thèse sur les... Je crois que c'est fin 2015. C'est un Italien. Pardon, un Italien, j'ai dit Égyptien. Pardon, Italien. Un étudiant égyptien. Italien. On va y arriver. Assassiné en Égypte, Giulio Regeni, qui faisait une thèse sur les mouvements ouvriers en Égypte. Et alors, les raisons de sa mort restent, là encore, inconnues jusqu'à un certain point, parce qu'on a quand même une vague idée, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas d'enquête transparente qui a pu être menée en Égypte. Mais on sait qu'à un moment, la question de la guerre des services a joué. Que les services se sont renvoyés la responsabilité et que probablement même, il n'est pas impossible qu'il ait été tué parce qu'un service voulait faire porter le chapeau à un autre. Donc on voit que dans un certain nombre de ces coups fourrés, entre guillemets, qui jalonnent l'Égypte de ces dernières années, la guerre des services joue un rôle. Et donc aujourd'hui, voilà, on a un Sissi qui est malgré tout pris dans cette guerre des services, avec le renseignement militaire qui se bat contre les autres dans cette guerre d'influence. On sait qu'on a une armée où il y a d'autres hommes forts que Sissi, qui ont leur mot à dire et où donc Sissi ne fait pas la loi. Et on l'a vu en particulier dans les mois qui ont mené à l'élection présidentielle avec d'anciens militaires qui se sont présentés dans un premier temps contre Sissi et qui ont été écartés. Oui, alors, ils ont été priés de ne pas poser leur candidature. Voilà, il y en a certains ont été forcés à retirer leur candidature après avoir passé quelques jours en détention, et le dernier qui s'était présenté, qui est Sami Hanan, qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il était chef d'état-major de l'armée égyptienne entre 2005 et 2012, est toujours aujourd'hui détenu. Donc c'est vrai que le fait que des militaires se soient présentés montre qu'il y a du soutien. Alors on ne sait pas exactement d'où il vient, de quelle branche de l'armée, de quel service, mais ça laisse entendre que voilà, il y a des dissensions en interne, et que probablement la plus grande menace pour Sissi aujourd'hui, elle ne vient pas de la rue, parce que la rue a été matée, mais elle vient de tout ce qui pourrait se passer contre lui en interne. Ouais. Alors, on argue beaucoup de la sécurité de toute une région pour justifier l'injustifiable et justement s'asseoir sur les droits humains. Quel rôle joue aujourd'hui l'Égypte dans la crise au Moyen-Orient, dans les crises au Moyen-Orient? Elle joue un rôle qui est moins important que par le passé. C'est-à-dire que l'Égypte traditionnellement était un des piliers du jeu régional, comme on disait, et donc c'est un pays qui avait une position qui comptait sur la plupart des grands sujets de la région. Aujourd'hui, on a quand même une Égypte qui est très repliée sur elle-même. C'est d'ailleurs tout le discours de Sissi. Sissi
à la différence de Nasser, n'est pas du tout un nationaliste arabe. Il ne parle que de nationalisme égyptien. Tout son discours, c'est de l'ultranationalisme. L'Égypte d'abord, les étrangers sont nos ennemis, les étrangers nous menacent. Et quand il dit les étrangers, il parle aussi de ses voisins, c'est-à-dire des autres pays arabes. Donc on a un discours qui est quand même très égypto-centré, avec une Égypte qui est beaucoup moins impliquée dans les crises de la région, dont la position compte pas beaucoup aujourd'hui, aussi parce que finalement les lignes de fracture sont un peu déplacées vers l'Est. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le conflit Arabie Saoudite-Iran, avec cette zone syro-irakienne comme ligne de faille. Hein. C'est là que ça se passe, entre guillemets. Et c'est vrai que l'Égypte, aujourd'hui, est un peu à l'écart. Alors, elle est par ailleurs concernée par les crises régionales, en particulier par la question du djihadisme avec le Sinaï, qui est sa crise à elle, d'une certaine manière, mais qui a aussi absorbé une partie des crises régionales, puisque l'État islamique est venu profiter de la situation pour y fonder une branche de l'organisation. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation au Sinaï reste extrêmement compliquée, parce que l'armée fait face à une insurrection djihadiste, donc portée par la branche locale de l'État islamique. Une insurrection djihadiste que l'armée se montre bien incapable de mater. Ça fait des années que ça dure et l'armée a annoncé au début de l'année 2018 une grande opération Sinaï 2018 qui consiste à, selon le maréchal, là encore, à mettre fin une fois pour toutes au djihadisme au Sinaï. Et encore une semaine ou 10 jours, vous avez l'organisation djihadiste locale qui produit des vidéos où elle montre sa présence, où elle montre sa capacité à monter des checkpoints improvisés sur les routes du Sinaï, où il montre qu'ils sont encore là et bien là, après 2 mois de cette campagne, qui par ailleurs, en termes d'exaction et de violation des droits de l'homme, mériterait un chapitre à elle toute seule, parce que l'armée au Sinaï se comporte avec une brutalité qui rappelle un peu ce que fait Bachar en Syrie. Je ne dis pas ça pour faire de l'exagération, mais finalement, on a une insurrection dans une région entière, et des militaires qui utilisent les avions, qui bombardent par le ciel, qui sont souvent en fait réduits, si vous voulez, parce qu'ils ne connaissent pas le terrain, parce qu'ils ont perdu leur relais sur le terrain face à une société rebelle, sont obligés d'utiliser de l'aviation, utilisent punition collective contre des villages ou des communautés entières parce qu'elles sont accusées d'abriter des djihadistes. Donc on a des méthodes quand même qui sont d'une brutalité, assez grande. Et qui produisent des effets inverses, évidemment, puisque ça, pour revenir au thème qu'on avait abordé tout à l'heure, ça contribue à radicaliser plus encore la société du Sinaï, qui se sent aujourd'hui occupée par l'État égyptien. C'est-à-dire, quand on parle avec les gens du Sinaï, ils vous disent aujourd'hui, l'Égypte, pour nous, l'État égyptien est un État occupant aujourd'hui au Sinaï. Peut-être, Katia Roux, pour conclure, on ouvrait un peu sur la région. Par rapport aux autres pays qui ont connu ce qu'on a appelé peut-être un peu facilement les printemps arabes, quels sont ceux où la situation paraît vous dégrader, comme en Égypte, dans la région, et ceux où, on va dire, il y a un peu plus une lueur d'espoir? Alors, c'est difficile à dire, puisqu'effectivement, moi, je ne suis pas la situation dans tous les autres pays, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la répression à l'égard de la société civile et les espaces d'expression de la société civile sont en passe d'être attaqués dans beaucoup de régions. Et sous couvert de lutte contre le terrorisme, sous couvert effectivement de sécurité de ces mesures-là, effectivement, on va réprimer la société civile, on va attaquer les libertés, on va faire passer les personnes qui s'expriment, les défenseurs des droits humains, les journalistes, les syndicalistes ou autres, pour des ennemis de l'intérieur, pour des ennemis de l'État, pour des agitateurs, des perturbateurs qu'il faut faire taire. Donc c'est difficile de répondre comme ça, de comparer en fait une situation d'un pays à un autre, parce qu'effectivement chaque contexte national a ses propres spécificités. En revanche, il y a une vigilance à avoir sur ces espaces d'expression. Certains ont été gagnés chèrement. Maintenant, il s'agit de les préserver. Et on le voit bien, hein, cette tendance actuelle, effectivement, aux attaques aux libertés fondamentales, expression, réunion et association. Donc, effectivement, c'est une vigilance et un combat de tous les instants, mais surtout
un engagement de la communauté internationale, puisque il y a maintenant 70 ans, effectivement, les États se sont rassemblés pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. On fête les 70 ans cette année. On fête aussi les 20 ans de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains. C'est aussi l'année ou jamais pour mettre un coup de projecteur sur ces situations-là, pour s'assurer qu'effectivement, dans cette région, comme dans d'autres régions du globe, ces espaces perdurent et les libertés sont préservées. Merci à vous, Katia Rau, Stéphane Lacroix, merci Rachida.